Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans quelques jours, à partir du 1er janvier, le centre nautique communautaire de Sarreguemines ne sera plus géré en direct par la Casques, mais par une association sportive, le Cercle Nautique. On fera le point en deuxième partie d'émission avec 3 invités, Nathalie Ludman, Gilles Volpato et Marc Zingraf. Dans cette émission, on donnera aussi, comme chaque jour, la parole aux internautes et ce sera à travers la douce voix de Marie-Morgane. Coucou. Salut. Pour le moment, direction Metz. Salut Uranie, tu es à la librairie Carré des Bulles à Metz pour nous présenter un nouveau livre. Salut Julia, oui je suis à Metz et pas Metz. On va rentrer dans la librairie, tu viens avec? Alors je clenche la porte. Bon, je toque pas, hein. Alors en fait on est venu dans cette librairie parce qu'on peut trouver le nouveau livre de Julien Strelzy qui s'appelle Les expressions mosellanes tome 2. Alors on en discutera un petit peu plus tard avec lui, on a pu l'interviewer. Alors dedans bien sûr on va retrouver les expressions les plus connues des personnes qui habitent en Moselle. J'ai pu t'en donner quelques-unes tout à l'heure. Et puis on a aussi pris les réactions des passants, voir s'ils connaissaient toutes ces expressions. Tu auras l'occasion de voir ça dans quelques instants. Ok, et ben merci Uranie et puis merci à Marie pour les moyens techniques. On découvrira donc ça tout à l'heure. On va d'abord faire un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Les Gilets jaunes toujours mobilisés. D'abord hier matin avec une marche organisée pour soutenir Sébastien, un gilet jaune qui a été renversé par un chauffard au niveau du rond-point de la zone commerciale de Sarreguemines et actuellement hospitalisé à l'hôpital Robert Pax. Ensuite, l'après-midi, des Gilets jaunes ont bloqué le site de la Smart à Ambar, occasionnant de nombreux bouchons au niveau du rond-point de l'Europole et sur l'autoroute. La résidence Amelie de Sarreguemines a fêté Noël avec un peu d'avance. Les résidents se sont retrouvés autour d'un repas préparé par certains d'entre eux avant l'arrivée du Père Noël en personne. 21 enfants de 15 mois à 17 ans ont alors reçu chacun un cadeau. Pour le souvenir, ils ont aussi pu se prendre en photo aux côtés du Père Noël et de son lutin. La fête s'est poursuivie en musique tout l'après-midi. Noël à travers les contes et chansons de Charlie. La veillée musicale de Charlie Dame, c'est un événement à ne pas manquer dimanche à Beach. Il proposera, avec 3 de ses confrères, des histoires tirées du livre Contes, chansons et crayons d'artistes. L'ensemble des bénéfices de ce moment féerique sera reversé à l'association Envol Lorraine qui accompagne les enfants autistes. Rendez-vous dimanche 23 décembre à l'espace Cassin de Beach à partir de 15h. Une tradition qui séduit petits et grands. Chaque année, une semaine avant Noël, le centre hospitalier spécialisé accueille une crèche vivante. 2 heures par jour, des employés des hôpitaux de Sarreguemines font revivre la naissance de Jésus. Les animaux de la ferme du CHS sont également mis à contribution. Cette initiative est reproduite chaque année depuis 16 ans. Elle attire un public divers, patients, enfants du personnel ou encore résidents de maisons de retraite. Noël toujours, mais au centre de réadaptation du Aubergue à Sarreguemines. L'amicale du centre a organisé pour les résidents de l'établissement une après-midi festive avec encore une fois l'inévitable Père Noël, le tout suivi d'un goûter et d'une remise de cadeaux. Côté musique, les résidents ont pu profiter du talent de Pratifie à l'accordéon et des voix de la chorale du parc pour le chant. Le beach Alena Raymond Collin était aussi de la partie avec ses jeux de mots et poèmes. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Et pour en savoir plus sur le temps qu'il fera demain, voici les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et demain, de la douceur, de la pluie et du vent vont accueillir l'hiver. La journée sera grise et humide. Il y aura de la pluie en continu. Du vent fort avec des rafales pouvant atteindre les 90 km/h sera aussi de la partie. Et côté température, les maximales seront comprises entre 9 et 12 degrés. Demain, nous serons le vendredi 21 décembre et nous fêterons les pierres. Le soleil nous accompagnera de 8h23 à 16h36. Et les fêtes de Noël approchent. Notre image du jour nous fait découvrir la crèche de l'église Saint-Pierre d'Enchambert. L'église est ouverte tous les jours, donc n'hésitez pas à aller la découvrir. La photo nous est envoyée par Laurent Bichler, un grand merci à vous. Et n'hésitez pas vous aussi à nous envoyer vos photos par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook.
je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Des gilets jaunes au grand cœur. Hier matin, près de 40 d'entre eux sont allés à l'hôpital Robert Pax à Sarreguemines pour soutenir Sébastien, un membre de leur famille gilet jaune, qui a été percuté la semaine dernière par une voiture alors qu'il se trouvait sur le principal rond-point de la zone commerciale de Neunkirch. Reportage de Cyril Lux et Guillaume Dumonteil. Scoop, les gilets jaunes quittent le rond-point permettant d'accéder à la zone commerciale de Sarreguemines. Mais temporairement, ils se rendent à l'hôpital Robert Pax pour visiter un de leurs camarades accidentés, renversé par une voiture dans la nuit de vendredi à samedi. Un jeune qui est arrivé donc, en BM, donc, je me dis minimum 50 dans le rond-point, qui a vraiment limite mordu le rond-point et qui a clairement shooté Sébastien. Donc Sébastien a quand même volé sur une distance de, je dirais, 10-15 mètres. Résultat des causes, Sébastien se retrouve donc hospitalisé pour un minimum de 3 mois. Donc fracture clavicule, bassin, les jambes. Donc obligé de rester allongé. Un accident lourd de conséquences, mais qui n'entame pas la motivation des gilets jaunes. On sera toujours aussi fort, voire même plus, toujours tous aussi soudés, les uns des autres. D'autres gilets jaunes ont encore eu moins de chance que Sébastien. Depuis le début du mouvement de contestation, au moins 2 personnes ont été tuées après avoir été percutées par des véhicules. La crainte, on l'a toujours. C'est chaud. Qu'on soit sur le rond-point, dans un barrage, on l'a toujours. Tout simplement pourquoi ? Pour des inconscients, des imbéciles qui nous prennent pour un jeu de qui. Alors qu'on se bat non seulement pour nous, mais pour eux également. Après avoir marché du rond-point à l'hôpital, Alex est allé discuter avec Sébastien. Il a appris une bonne nouvelle. Sébastien devait commencer une formation donc, de soudeur chaudronnier donc, ce lundi, qui malheureusement n'a pas pu faire. Bon, il m'a quand même passé le message que donc, sa chef donc, de l'usine Zimex à sa réunion lui garde la place. Voilà. Ok, c'est bien. Ça c'est super, ça. Bravo. Hein. Bravo. On remercie aussi Pax parce qu'ils ont fait du beau boulot. Ils m'ont recraqué pour que je puisse être là aujourd'hui avec vous. Mais en tout cas, par un côté trop marrant. Et puis, moi je vous embrasse. Hein. Merci 1000 fois et super boulot que vous faites tous les jours. Merci à toi. Voilà. Merci à toi. Merci Sébastien. Ciao, ciao. Merci. Et hier après-midi, des gilets jaunes ont bloqué la Smart, un ralentissement qui aura occasionné involontairement des bouchons conséquents jusque sur le rond-point de l'Europol d'Anbach et même sur l'autoroute. C'est ce qui a entraîné l'intervention des forces de l'ordre. Sur place, la brigade de gendarmerie avec en renfort la brigade motorisée et le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de gendarmerie. Leur rôle était surtout de fluidifier à nouveau la circulation. Certains gilets jaunes avaient peur d'être délogés de leur cabane et ont très vite été rassurés puisque rien n'a été enlevé. L'un des leurs a cependant été interpellé pour entrave à la libre circulation. On retourne maintenant à Metz où les expressions mosellanes ont fait réagir les passants. On écoute leurs commentaires. Arrête de knatcher. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi ? Mâchouiller, mâchouiller, manger, écraser. C'est le café clutch. Alors oui bien sûr, ça veut dire que la jante féminine alors se retrouvait autour d'un petit café pour bavarder, voilà, entre elles. Alors ratcher, non ça je sais pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que tu aurais une idée ? Non. Alors on va demander au principal intéressé, qu'est-ce que ça veut dire ratcher ? Ratcher c'est quand on va dire à quelqu'un un secret ou qu'on va parler sur le dos de quelqu'un quoi. On est en train de ratcher sur eux quoi. Okay, ou bavarder tout simplement. Okay. D'accord, ça marche. Alors est-ce que vous connaissez cette personne ? Non. Vous n'avez pas d'idée en particulier ? Il y a des visages comme ça, mais non. Non. Je m'appelle Julien Strelzik, je suis humoriste et je suis très célèbre dans ma famille, apparemment. Parce que je sais pas encore. J'ai sorti un petit bouquin sur les expressions mosellanes. On les a illustrées avec des photos drôles et je voudrais que vous découvriez et que vous me disiez si vous connaissez les expressions qu'il y a dedans. Moselle, un enfant est un rats.
S'il est turbulent et qu'il fait du blé, s'il devient un raoudi, ça c'est un nom que je connais même de moi-même, un petit raoudi, hein, on dit c'est... Voilà, spritzer dans la France. Spritzer, je fais te spritzer de l'eau, oui, expression que je connais aussi, oui. Faire bleu, t'as déjà fait bleu toi? Ouais, j'ai déjà bleuté, ouais. Tu sais qu'on dit pas ça dans toute la France, hein. Ah ouais? C'est que ici, ouais. Ça vient de l'allemand. Ouais, Mon Père Noël Saint-Nicolas, ça on connaît. C'est Lorraine. Ça c'est plutôt en Moselle-Est. Il reçoit 35 ans aujourd'hui. Ah ça, j'utilise pas ça. Je suis pas allemand, ça. À Metz, on dit pas, ouais. Non. Pourquoi ce concept et que retrouve-t-on dans le tome 2? Julien Strelzik nous explique tout. Alors je me trouve en compagnie de Julien Strelzik, bonjour. Bonjour. Alors d'où c'est venu cette idée de réaliser des livres sur les expressions mosellanes? J'avais beaucoup d'expressions et l'accent dans mes sketchs sur scène et j'ai une amie qui m'a dit tu devrais faire quelque chose en librairie là-dessus et j'ai un pote photographe qui faisait des photos décalées, Loris Romano, donc je lui ai demandé est-ce que ça te dirait de faire ça et on a bossé là-dessus, on a sorti un premier tome l'année précédente, ça a cartonné donc on a sorti maintenant un tome 2. Voilà, donc le tome 2 qui est sorti en novembre, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce tome 2? Donc le tome 2, on a encore amélioré les choses parce qu'on a plus de pages, plus d'expressions et aussi plus de plates. On a voulu qu'il y ait beaucoup plus d'expressions de Moselle-Est, mais aussi de Metz et aussi de Moselle-Nord. Ça convient vraiment à tous les Mosellans. D'accord. Et alors, c'est des expressions qu'on peut retrouver dans vos anciens spectacles. Est-ce que c'est le cas dans le nouveau? Est-ce qu'il y a des clins d'œil encore? Alors, le nouveau spectacle sur la santé, il y a moins de clins d'œil sur la Moselle, mais j'utilise quand même l'accent de temps en temps. Donc maintenant, c'est plutôt un spectacle sur le domaine hospitalier avec lequel je tourne. J'ai fait Avignon, là je vais jouer à Paris. Mais de toute façon, je garderai toujours des clins d'œil à la Moselle dans tous mes spectacles, ça c'est sûr. Très bien, et alors je rappelle juste que ce tome 2 et ce tome 1, vous pouvez les retrouver sur notre secteur, donc à Sarreguemines, dans la librairie Confluence et aussi à l'office de tourisme. Et l'événement à ne pas manquer ce dimanche, c'est à Beach et c'est la veillée musicale de Charlie Dame. Il sera accompagné de ses 3 confrères, François Nadler, Alain Kerman et François Abel. Ils vous proposeront des contes de Noël inspirés de leurs livres Contes, chansons et crayons d'artistes. Et ils comptent bien vous en mettre plein la vue et plein les oreilles. En attendant dimanche, Laurie Couteau vous emmène découvrir le nouveau livre de Charlie sur les contes du sapin. Mon beau sapin, roi des forêts. Le sapin, c'est le thème que Charlie a choisi pour son nouveau livre de contes. Un livre qui balaie l'histoire du sapin, de ses origines aux différentes légendes, comme celle de sa notoriété à Noël. Selon Charlie, ces contes ne sont pas exclusivement réservés aux enfants, mais plutôt à un large public de 7 à 77 ans. Dans son livre, on retrouve quelques anecdotes. Les Celtes avaient donné un arbre pour chaque mois. Et le mois de décembre, c'est celui du sapin. Pourquoi? Mais parce qu'il était vert et parce que la sève remontait, les journées reprenaient, le solstice d'hiver. Mais les contes de Charlie ne seraient rien sans la patte artistique de François Abel. Cet illustrateur est inspiré par d'autres contes, mais aussi d'autres illustrateurs, comme Gustave Doré. Je pense qu'il faut avoir dans sa bibliothèque assez de volumes de livres de contes. Et en général, j'en ai des très variés pour savoir ce qui a été déjà fait. Et surtout, se renseigner sur ce qui a été fait dernièrement, dans les 15-20 dernières années à peu près. Charlie et sa troupe vous donnent rendez-vous dimanche 23 décembre à partir de 15h à l'espace René Cassin de Beach. Ils proposeront une veillée musicale et illustrée en direct par François, accompagnée d'une mandoline, d'une guitare, d'une flûte et d'un harmonium indien. Ils raconteront des contes tirés de leurs livres, contes, chansons et crayons d'artistes. Et en plus, c'est pour la bonne cause. L'ensemble des bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association Envol Lorraine qui accompagne les enfants autistes. Voici une autre histoire en musique, celle de Saint-Nicolas. C'était le thème du concert de Noël de l'école de musique et de danse de Sarralbe. Hier soir, au complexe culturel François Mitterrand, les élèves des différents cours ont présenté un morceau devant leur famille. Des petits chanteurs de la classe d'éveil musical à la classe de flûte, en passant par l'harmonie junior, le piano, la guitare et la trompette. C'était un moment tout en douceur pour entendre des classiques de Noël interprétés par les enfants. Et je vous propose d'ailleurs d'en voir un extrait. Enfant de Palestine, enfant d'Israël, la mer
Et c'est le moment de retrouver nos deux joyeux lutins de Noël. Marie-Morgane, est-ce que tous les cadeaux sont prêts ? Et oui, ça y est, les lutins ont terminé d'envoyer tous les cadeaux au Père Noël. Maintenant, il ne reste plus que justement au Père Noël qui va pouvoir démarrer sa tournée pour envoyer tous les cadeaux sous les sapins. Et donc les lutins, ils vont pouvoir enfin se reposer un petit peu. Regardez. Et Sandrine, tu sais quel est le spectacle préféré des écureuils à Noël ? Non. Ben, c'est Casse-Noisette. Trop fort. Est-ce que tu sais comment on chatouille un lutin de Noël ? Non, je sais pas. Avec une branche de guili. Ah oui, mais ça marche aussi avec les doigts. Allez, c'est chatouille. Alors tu l'as dit, tous les cadeaux sont prêts, mais est-ce qu'il y en aura aussi pour nos animaux de compagnie ? C'est la question qui vous était posée sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. À Noël, on gâte sa famille, ses amis, mais n'oublions pas également nos animaux. Est-ce que vous offrez des cadeaux à vos compagnons ? Répondez-nous dans les commentaires. Marie-Morgane, est-ce que les animaux de nos internautes vont être gâtés à Noël ? Alors évidemment, c'était impossible pour eux de les oublier. Lévi nous a répondu un doudou pour chacun et le même pour ne pas faire de jaloux. Isabelle nous a écrit « Bien sûr que nous offrons des cadeaux à nos chiens, un beau nonos pour chacun, un nouveau collier et peut-être de nouveaux tapis de sol. Ils sont plus gâtés que moi. » Caroline a répondu « Mes deux toutous auront un joli pull et mes deux chattes reçoivent un jeu de souris électrique. » Alors il y en a une qui a de la chance, elle a reçu ses cadeaux en avance, c'est Diams, la chienne de Gabriel. Elle a reçu un nouveau plaid et un doudou qui vient du marché de Noël. Les chiens de Marilyn aussi profitent déjà de leur cadeau de Noël qui a l'air très confortable, un nouveau panier. Et les animaux de Virginie seront aussi gâtés. Un nouvel imperméable épais pour la pluie pour Guimauve et pour les chats, un nouvel arbre à chat. Et les chiens et les chats de René ne sont pas oubliés. Ils auront droit à un repas de fête, leur traditionnel pâté le soir du réveillon. Donc joyeux Noël aux animaux aussi. Merci Marie-Morgane, on te retrouve demain en direct dès midi sur Mosaïque Cristal pour donner à nouveau la parole aux internautes. Et moi dans un instant j'ai donné la parole à nos trois invités, le président du Cercle Nautique et deux vice-présidents de la Casque. Une convention d'objectifs et de moyens ainsi qu'une convention de mise à disposition du personnel ont été signés. La communauté d'agglos de Sarreguemines délègue à l'association sportive la gestion du centre nautique moyennant une subvention de 963 000 € pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020. C'est pour une durée provisoire en attendant une délégation de service public. On fait le point dans le dossier de la semaine avec Gilles Volpato, Nathalie Ludman et Marc Zingraf. A tout de suite. Du 1er au 24 décembre, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire de plein air, le spectacle de marionnettes Alice au Pays des Merveilles, les animations des musées et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, la douceur d'un biscuit sucré, l'équilibre d'un vin choisi. Des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto. Pour les fêtes, le Père Noël, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller, du 1er au 24 décembre. Nouvelle enseigne à Sarreguemines. Otoro vous accueille dans son restaurant japonais proche du centre-ville. Découvrez nos buffets servis midi et soir. Dégustez maki et sushi réalisés sur place et servis à table. Fraîcheur garantie. Pour fêter la nouvelle année, Otoro vous accueille à Sarreguemines et à Faré-Bersviller. Soirée dansante et de nombreuses animations au programme. Réservation au 03 87 95 59 26. Cloud, sécurité des données et maîtrise des coûts. Que vous soyez commerçant, artisan ou chef d'entreprise, confiez votre informatique aux experts ID Réseau. Quel que soit votre besoin et vos objectifs, ID Réseau élabore une préétude, un maquettage, un audit et la réalisation de votre structure informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau.
Ok Google, où trouver de beaux cadeaux de Noël? Chez Pro et compagnie, bien sûr. Pour Noël, restez connectés avec nos enceintes intelligentes. Profitez de vos programmes préférés en 4K avec notre large choix de télé dernier cri et au meilleur prix. Mettez les petits plats dans les grands avec le petit électroménager. Chez Pro et compagnie, c'est facile d'avoir des idées cadeaux pour toute la famille. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des Faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des Faïenceries, la passion du frais. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. L'Atelier Gourmand présente ses produits de fête. Dès à présent, venez découvrir nos bûches et bûchettes aux 1000 parfums. Ne passez pas à côté de nos authentiques pâtisseries. L'Atelier Gourmand propose son pain d'épices. Les curieux seront ravis en dégustant nos Stollen. Pour les fêtes de fin d'année, pensez à passer commande dès à présent. L'Atelier Gourmand vous accueille chaque jour du lundi au samedi de 5h à 22h et durant le mois de décembre, également les dimanches. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. La transition énergétique, c'est maintenant. La communauté de communes du pays de Beach s'engage dans la démarche Climat Air Énergie et vous invite à un atelier participatif le jeudi 20 décembre à 14h à la salle des fêtes de Haute-Villers. Au programme, débats et réflexions sur l'agriculture, l'économie et l'énergie. Nous sommes tous acteurs du climat. Le centre nautique change de main, il en était question depuis plusieurs mois. Cette fois, ça y est, à partir du 1er janvier, c'est l'association sportive Le Cercle Nautique qui gérera le centre nautique communautaire de Sarreguemines. On fait le point avec nos trois invités, Nathalie Ludman, vice-présidente de la Casque en charge des centres nautiques communautaires, Gilles Volpato, le président du Cercle Nautique, et puis Marc Zingraf, vice-président de la Casque en charge notamment de l'essor de la politique sportive communautaire. Bonjour à tous les trois et merci beaucoup de participer à cette émission. Ma première question, elle est pour vous, Gilles Volpato. Quand on est à la tête d'une très grosse association sportive, il y a des centaines de membres au Cercle Nautique, malgré tout, ça doit être un sacré challenge de se lancer dans la gestion d'un centre nautique, non? C'est, je crois, une étape qui nous est offerte, une possibilité qui nous est offerte, et puis une balle au bond qu'il faut savoir saisir. On a su, dans les années 90, professionnaliser l'association. Je pense que là, c'est l'étape après pour continuer à chercher à se développer, à faire bien les choses. Alors faire bien les choses, est-ce que tout est prêt là pour le 1er janvier, c'est dans quelques jours? Alors il y a pratiquement tout qui est finalisé, mais c'est vrai qu'entre la fin de gestion par la communauté d'agglomération qui va avoir lieu à la fermeture du centre nautique, là juste dans quelques jours, et la reprise, on a une semaine qui est la période de Noël pour finaliser, donc c'est compliqué. Il a fallu travailler en amont pour que tout soit prêt, mais avec des choses quand même à terminer malgré tout. Donc ce ne sera pas des vraies vacances pour vous, tout sera prêt, donc il y a aussi déjà un nouveau directeur. Et un nouveau directeur qui a été, qui va prendre son poste, qui va commencer tout doucement aussi, qui va arriver, oui. Ok. Marc Zingraf, un club sportif qui gère un tel équipement, parce que c'est une sacrée ampleur quand même, un centre nautique, oui. C'est un vrai plus en termes de politique sportive pour la Casque? Alors je crois que d'abord, l'adjoint au sport de la ville de Sarreguemines, que je suis également, ne peut que féliciter la communauté d'agglomération de faire confiance à une association. L'une des plus prestigieuses parmi les 70 associations de Sarreguemines se voit confier un équipement qui est quand même d'importance pour tout le territoire, un équipement communautaire. Donc je pense que c'est un gage
gage de confiance qu'il faut savoir apprécier, un gage aussi de proximité à la fois avec les associations, mais aussi avec la population, dans l'esprit du service public que les uns et les autres sont engagés à mettre en place. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui a suscité de l'intérêt au niveau de la fédération de natation. C'est dans l'air du temps que d'essayer d'amener les grosses structures, enfin les clubs structurés, on va dire, que depuis quelques années, puis qui ont réussi à prouver qu'ils étaient capables de mener les choses dans le long terme, de prendre en charge, oui, quelques équipements. Alors ça peut être des ligues, ça peut être des départements, enfin des comités départementaux, ça peut être des clubs, oui, ça existe déjà. Et donc ici, ça sera le club. Nathalie Ludman, il n'y a pas que l'aspect sportif, il y a aussi le grand public, les familles, etc., qui viennent nager parce que c'est leur loisir tout simplement, qui viennent aussi pour profiter des nombreuses animations, des nombreuses activités qui sont proposées. Est-ce que tout va être maintenu ? Oui, on y tenait vraiment parce que comme vous le dites, la fréquentation est quand même importante. C'est un espace essentiel au sein de notre bassin de population. C'est un lieu social aussi et c'est vrai que ce qu'on proposait, donc autant au niveau des animations, tout a été travaillé dans le cadre de la convention pour justement, donc avec le cercle nautique, perdurer. Donc, ce qui a été pour le grand public, rien ne va changer grandement à partir du 1er janvier parce qu'ils retrouveront la même équipe, sensiblement la même équipe, par la direction qui va changer, mais donc tout le reste est bien entendu maintenu et c'était une de nos volontés importantes au niveau de la convention. Et puis, précision d'importance aussi, on ne parle pas de la piscine, on parle bien du centre communautaire, puisque il y a aussi toute la partie espace détente qui va être gérée aussi par le cercle nautique. Oui, tout à fait. Il y a quand même plusieurs types de personnels qui interviennent. Il y a bien sûr l'espace piscine qui est quand même important avec ses nombreux bassins. Il y a la partie espace détente, il y a aussi la partie accueil, donc il y a quand même plusieurs hôtesses d'accueil, et aussi la partie technique, qui est essentiel à mon sens, qui pour l'instant restera quand même encore sur la gestion de la casque pour une question de pratique et donc il y a quand même pas mal de personnel à gérer et donc voilà, cette partie-là, la partie technique restera encore sous la direction des services techniques de la casque. Et alors concernant l'espace détente, Gilles Volpato, est-ce que vous êtes un spécialiste des saunas, des hammams, etc. Ça reste une piscine avec des bulles, donc je pense que oui, on va s'en sortir. Ok. Malgré tout, Nathalie Ludman, parce que là on a l'impression que tout est beau, tout est rose et effectivement ça a l'air quand on vous entend en parler, mais externaliser la gestion du centre nautique de Sarreguemines, est-ce que c'est pas quelque part un aveu d'échec pour la casque ? C'est un choix. Je ne dirais pas que c'est un aveu d'échec. C'est vrai que les centres nautiques, et quand vous regardez un peu même au niveau national, c'est quand même des espaces qui recoupent plusieurs types de personnel, avec différents types de publics aussi, il faut le dire, entre les scolaires, entre les associations, entre le public lambda, tout simplement. Donc c'est une gestion vraiment conséquente et qui n'est pas évidente, faut le reconnaître. Et c'est vrai qu'on a justement souhaité, et c'est un choix, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie, et c'est aussi ce qu'on a souhaité, c'est justement confier à une association qui est déjà présente, qui était présente, qui connaît bien l'équipement et qui connaît bien le personnel. Et c'était pour nous peut-être donc une solution de vraiment pouvoir faire en sorte que l'association s'y retrouve avec ses activités et que ce que toute la communauté d'agglomération a mis en place, surtout au niveau des animations, et soit géré au mieux, enfin on l'espère en tout cas. Voilà, c'était notre volonté première, vraiment de pouvoir combiner le tout. Et
si c'est la solution d'externaliser la gestion du centre nautique, pourquoi externaliser uniquement la gestion du centre nautique de Sarreguemines et pas aussi du centre nautique communautaire de Sarralbe? Disons, le centre communautaire nautique de Sarralbe fonctionne un peu différemment. Il y a déjà qu'un bassin, il y a une gestion, il y a effectivement un club aussi, mais le public il est en grande partie utilisé que parmi les scolaires, même si on essaye de mettre également des choses en place. Donc là, c'était surtout sur Sarreguemines que peut-être autant avec l'ensemble du personnel qu'avec donc au niveau du public et de l'associatif, voilà, ça se justifiait. Alors cette gestion externalisée des centres nautiques communautaires de Sarreguemines au cercle nautique, c'est en fait une situation provisoire. Là, c'est pour une durée de 18 mois, donc jusqu'au 30 juin 2020, et on l'a dit à partir du 1er janvier. Pour autant, le but n'est pas du tout de réintégrer le centre nautique au sein de la casque à l'issue de cette période, puisque l'objectif affiché, vous le dites depuis le début, c'est de mettre en place une délégation de services publics, les fameuses DSP. Gilles Volpato, est-ce que le cercle nautique va être candidat pour obtenir cette DSP à partir de 2020, après cette situation provisoire? Clairement oui, c'est l'idée qu'on a, nous, la chance qu'on a eue de mettre en place cette convention, de passer par cette période de 18 mois où voilà, ensemble on va réussir à entendre le message politique qui est celui de l'accueil des différents publics et nous, ça va nous permettre de nous structurer en fonction des objectifs qui seront ceux de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, ceux qui sont du domaine du sportif, même si on a du loisir aussi au sein de l'association, de conjuguer l'ensemble et d'être capable, d'être en mesure de proposer une prestation qui répond aux objectifs attendus peut-être. Et puis un projet qu'on va mettre 18 mois à construire tranquillement, sereinement, et de manière à essayer de répondre au mieux à tout ça. Mais après, c'est vrai que c'est un appel d'offres et on verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas, on va y travailler. Alors justement, c'est un appel d'offres, il peut y avoir d'autres candidats, y compris complètement privés et pas du tout associatifs comme c'est le cas pour le moment. Et cette période transitoire où c'est le cercle nautique qui gère le centre nautique jusque juin 2020, ça va être en fait juste après les municipales et du coup le remaniement de la casque. Donc est-ce que le choix du délégataire dans le cadre de cette procédure de DSP va être arrêtée avant les élections? Oui, la procédure donc de DSP, qui est une procédure, donc comme vous le disiez, un appel d'offres, donc marché, donc va être lancée là rapidement, parce que c'est une procédure qui est quand même assez longue, qui va durer à peu près moins un an, et donc on fait le choix, donc effectivement d'attribuer, si possible, donc le marché avant les élections, avant le renouvellement du conseil. Donc ça va être les élus en place, voilà, qui choisiront le délégataire. Même s'il est possible la convention d'objectif est d'une durée de 18 mois, il est possible de la rallonger un petit peu, à voir, mais on va travailler sur la DSP durant tous ces prochains mois, donc bien sûr de concert avec donc le cercle nautique, comme on a déjà travaillé dans le cadre de la convention d'objectifs, on a déjà essayé de balayer pas mal de sujets, et donc on continuera à travailler ensemble et à suivre de toute façon un comité de pilotage qui va être mis en place, et donc on suivra la gestion dans les prochains mois. Il y a eu beaucoup de tensions avec le personnel au centre nautique communautaire. Rester fonctionnaire et être mis à disposition du cercle nautique dans le cadre de cette procédure transitoire jusqu'en 2020, c'est une chose, a priori qu'ils acceptent sans problème, mais être éventuellement repris en 2020 par un délégataire qui serait un prestataire privé, ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça leur fait vraiment très peur.
Oui, c'est sûr, je peux comprendre que ça peut être inquiétant, sachant qu'en tant que fonctionnaire, la carrière continue à évoluer en parallèle. Hein. Même dans le cas d'une DSP, effectivement, ils relèveront d'un employeur privé, mais leur carrière dans la fonction publique continue à évoluer et rien ne les empêche, s'ils le souhaitent, de retourner dans la fonction publique. Ils auront leur évolution de carrière qui y reprendront. Ça, c'est justement leur problème a priori, c'est que effectivement, ce qui leur est a priori garanti, c'est que quand ils reviennent ensuite dans la fonction publique, ils ont les échelons qu'ils ont pu gagner pendant cette période, etc. Mais tant qu'ils relèvent de l'employeur privé, ils n'ont aucune garantie d'évolution en fait. L'évolution sera la même que ce soit un employeur privé ou un employeur public. Si vous voulez, c'est aussi la manière de servir, la manière de faire son travail. Donc l'employeur public, je pense, a une progression possible aussi au niveau de ses employés. Donc rien n'empêchera d'évoluer, peut-être même plus rapidement que dans la fonction publique, en étant sous la responsabilité d'un employeur privé. Hein. Est-ce que c'est pas toutes ces tensions qu'il y a pu y avoir avec le personnel, entre la casque et le personnel qui travaille au centre nautique, qui ont été à l'origine de cette gestion externalisée ? C'est sûr qu'il y a eu des tensions, donc il faut quand même saluer le travail qui a été fait pendant toutes ces années, parce qu'on a fait un gros travail au sein du centre nautique, même par l'ancien directeur, M. Adeline. Après, quand vous avez plusieurs personnels en présence, c'est sûr que ça n'est jamais simple. Mais bon, on a surtout souhaité pouvoir donc garder le service et que le service se fasse au mieux. Et c'est pour ça que on a effectivement préféré choisir pour l'instant cette solution de la convention d'objectifs et en le confiant au cercle nautique. Hein. Parce qu'au plus fort de ces tensions, Marc Zingraff, ils sont aussi venus directement vous voir, vous, en mairie de Sarreguemines, en tant du coup qu'adjoint sarregueminois et pas que vice-président. Oui, vous savez, nous, on est au service de toutes nos associations. Le service des sports, c'est une porte ouverte pendant toute la semaine et effectivement, de plus en plus, et dans toutes les associations, il y a des affaires à suivre en permanence. Moi, je crois que sur le sujet, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un équipement qui est de compétences communautaires, comme je l'ai expliqué. La communauté d'agglomération le gère. Vous avez une association importante avec beaucoup de licenciés, des centaines de licenciés, vous l'avez dit, qui a ses activités, qui a ses objectifs sportifs, qui a toute une vie associative. Vous avez les habitués du centre qui viennent, vous avez les scolaires qui viennent. Vous imaginez que chacun, dans ce puzzle, a ses personnels qui œuvrent dans un sens, dans un autre. Au bout d'un moment, c'est extrêmement compliqué à gérer, les intérêts des uns, des autres, et les tensions, immanquablement, à un certain moment, surviennent. Voilà. Donc je pense que c'était le moment de tout mettre à plat, et puis d'essayer de proposer ce qui tenait le mieux la route, dans le respect à la fois du service public, des personnels, de la communauté d'agglomération et de toutes les missions éducatives qu'on peut avoir, enfin que tout le monde s'y retrouve. L'idée de la convention aujourd'hui, alors la première qu'on signe là, et puis il faudra garder cet esprit-là pour la DSP, c'est qu'elle garantit à chacun de s'y retrouver. Et qu'elle fixe pour les personnels notamment des garde-fous en termes d'évolution. On leur garantit les efforts de la communauté d'agglomération, leur garantissent tout de même, et je crois que là pour les 18 mois personne n'en doute, et il faudra que ce soit du même esprit pour la DSP par la suite, quelle que soit la personne qui sera concernée dans le cadre de cette DSP demain. Il faut que les textes mettent les limites, posent les exigences qui permettent aux gens de s'y retrouver. Alors Gilles Volpato, vous espérez-vous être concerné par les textes de cette fameuse DSP à partir de 2020 ? Vous êtes de toute façon directement concerné maintenant. Quand on est à la tête d'une association, que la majorité des gens sont bénévoles, se retrouver à devoir gérer du personnel, où on sait qu'il y a eu des tensions, où on sait qu'il y a eu des périodes où il y avait beaucoup d'arrêts, etc., c'est pas quelque chose qui vous fait peur ? Non, je crois qu'il faut se nourrir un petit peu de ce qui s'est passé avant et puis justement s'en servir pour faire quelque chose de neuf. Donc on est vraiment sur un projet qui part de tensions, certes, mais dont on a sorti ce qui était positif. Donc les gens, là, ils sont repartis sur un projet et non pas ressasser quelque chose qui était derrière. Et là, on a vraiment envie de travailler ensemble sur quelque chose de nouveau, des objectifs qui vont de l'avant et qui sont au service de tous, quoi. Que ce soit l'association. Et c'est bien que vous disiez qu'on est bénévole. C'est vrai qu'on est tous bénévoles, sauf quelques salariés. Et on continuera à l'être, je garantis,
que ce soit dans le cadre d'une DSP ou que ce soit dans le cadre de la convention. Oui, on a bien un comité de bénévoles. Mais parce que justement, je le souligne d'autant plus que c'est vraiment une gestion d'ampleur, le centre nautique. Et c'est vrai que du coup, on se dit, mais les pauvres, ils vont faire ça comment? Enfin, vous avez tous un travail à côté, etc. quoi. Mais énormément de personnes fonctionnent comme ça. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. On a de l'énergie, on a du temps. Il faut réussir à intelligemment concilier sa vie de famille et puis son métier. Mais je pense que à un moment donné, on se renforce de tout ça. On se construit autour d'activités et non pas si bêtement peut-être devant un écran. Je trouve que voilà, on a d'autres choses à faire dans la vie et ça fait partie des choses qu'on peut faire et qu'on fait avec je pense, avec pas brio, mais on aimerait bien le faire avec brio, mais en tout cas on le fait avec de bonne aloi, quoi. On a envie que ça se passe bien. Et on vous le souhaite et on viendra constater ça. Je vais vous laisser le mot de la fin. Nathalie Ludman, cette externalisation de la gestion du centre nautique, c'est quelque part la fin de l'apnée, un nouveau souffle pour le centre nautique? Oui, je le souhaite de tout cœur. Le centre nautique me tient à cœur, c'est ma délégation. Donc tout ce que je souhaite, c'est que tous les publics qui fréquentent ce bel équipement, parce que c'est un bel équipement, donc puissent s'y retrouver, que la sérénité, surtout que la sérénité intervienne et que pour cette nouvelle année qui démarre, en tout cas, on espère que ce nouveau souffle puisse donc apporter encore un aura supplémentaire à ce bel équipement, et c'est tout ce que j'espère. Marc Zingraf, tout baigne? Tout à fait, comme Gilles Volpato l'a dit, il faut tirer des leçons de tout ce qu'on a tous appris, et on a tous envie d'être dans le projet d'avenir, on a tous envie que très vite les horaires d'amplitude reviennent à la normale, que finalement on aille au centre nautique avec beaucoup de plaisir, et de toute façon nous on a tous l'assurance pour l'année qui vient de devoir, et de le faire avec plaisir, travailler ensemble, parce que la réussite de la question c'est aussi celle-là, c'est un effort de tous réunis avec cet objectif d'optimiser pleinement cet équipement. Ouais. Et qui pourrait peut-être donner de la suite, je ne sais pas, est-ce que d'autres équipements pourraient aussi voir cet avenir? Il faut être créatif, il faut savoir qu'on a quand même un petit précédent à Sarreguemines, parce que du côté de l'espoir aéronautique, vous savez, le terrain d'aviation fonctionne sur un principe qui est très proche, puisque nous avons signé une DSP qui fait que l'association est maîtresse des lieux. Et donc on verra pour la suite et pour les autres. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus donner votre point de vue dans cette émission. On termine cette émission avec un enfant du pays, Eric Schneider. Il grandit à Sirstal, puis étudie au lycée de Saint-Augustin de Bitche. Plutôt discret, il s'ouvre aux autres et chemine progressivement vers la vie spirituelle. En 1998, il est ordonné prêtre. Il exerce d'abord à Sarreguemines, puis à Grosse-Blie, et il se retrouve aujourd'hui archiprêtre de la communauté de paroisse de Bitche. Quel beau risque de se risquer aux autres, nous a-t-il confié dans le magazine qui va suivre. En toute intimité, il nous raconte son parcours, son histoire, et puis il nous dira que c'est dans le questionnement que l'on trouve son chemin. Je vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous. À demain. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Convivialité, l'écoute, la rencontre, l'amour des autres. Alors vous êtes aujourd'hui l'archiprêtre de Bitche. C'est une fierté, un aboutissement? C'est un chemin. C'est jamais un aboutissement, c'est toujours un commencement, parce que c'est une mission qui nous est confiée par l'Église. On n'est pas dans un plan de carrière, on est serviteur. Donc avant d'être à Bitche, j'étais dans 5 autres endroits depuis 20 ans, où j'ai exercé mon ministère de prêtre entre Forbach, Beeren-les-Forbach, Thionville, Grosse-Blie-d'Erstroff et puis Bitche. Donc c'est jamais un aboutissement. On va là où on est envoyé, on est d'humbles serviteurs. On va, si vous le voulez bien, partir à Sirstal. Vous y avez vécu votre enfance. Alors comment l'avez-vous vécu? Étiez-vous un enfant à part?
Alors, il y a différentes choses. Enfant à part, non, j'ai aussi fait autant de bêtises que les autres, rassurez-vous. Mais il y a deux choses qui ont marqué mon enfance, c'est qu'effectivement, on a toujours essayé de vivre avec les autres enfants, de créer une dynamique sur le village. Donc on était servant d'hôtel, à la messe. On a aussi créé de nombreuses veillées de Noël qu'on a animées avec les enfants de Sirsta, Lambach et Enschenberg à l'époque aussi, dont le curé avait la responsabilité pastorale. Et je veux dire, c'était une enfance normale, très laborieuse, parce qu'on a beaucoup travaillé à la maison, on faisait du bois, le Beach-Holland, on se chauffait avec le bois, on avait les champs, on avait les jardins. C'était toujours une belle collaboration intergénérationnelle. C'est ça que j'adorais, entre de opa, de oma, de papa, de maman, et on travaillait ensemble, et on travaillait surtout aussi entre amis dans le village, où on s'entraidait beaucoup dans les champs, et lorsqu'on faisait le bois. Alors, une enfance beaucoup marquée par la joie des amis, et puis surtout déjà après au temps du collège, eh bien tout ce qui a été porté par le collège et lycée Saint-Augustin dans ma vie, parce que là aussi il y avait un écho pour ma vocation, les questions qui se posaient déjà très tôt dans ma propre vie. Alors justement le collège, quelqu'un qui vous a côtoyé au lycée-collège Saint-Augustin a brossé le portrait d'un jeune homme plutôt discret, peut-être même un peu timide. Oui, alors j'avais un aspect très timide. Je parlais beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais j'avais un tel respect des adultes que j'écoutais beaucoup ce qu'ils avaient à me dire. Et le premier adulte que j'écoutais énormément, c'était mon grand-père, que je qualifiais comme un livre d'histoire ouvert, parce qu'il nous racontait pas seulement le vécu de leur génération, mais la traversée de la guerre, l'après-guerre, la reconstruction. Et j'étais fasciné déjà dans mon village par l'histoire des anciens. Une anecdote, quand ma maman ne me voyait pas rentrer de l'école, elle savait que j'avais posé mon sac, que j'étais assis dessus et que j'écoutais par exemple la vieille Tonia dans son jardin. Mais il y avait toujours cette attention à la vie des anciens, à l'histoire locale. Donc il y a quand même, on est marqué par une histoire locale, un terroir et un terreau. On a nos racines et je trouve que humainement comme vocationnellement, on fait partie d'une histoire. Et j'étais surtout content, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, qu'il y avait des anciens qui nous contaient leur histoire, mais qu'on les écoutait aussi. Hein. Qu'est-ce qui vous a finalement conduit à cheminer vers une vie spirituelle ? Alors est-ce une sensibilité particulière ? Est-ce que c'était aussi peut-être des questions sans réponse ? Oh, c'est tout en un. Je pense que des questions, on se pose quand on est dans une vocation, quelle qu'elle soit, jusqu'au bout. Ce n'est pas dans les réponses que se trouve un chemin, mais c'est dans le questionnement. Plus on a des questions, plus on avance. Ensuite, j'étais très marqué par différentes figures, des figures familiales. On a toujours été une famille très priante. Avec de Oma, Oves, le chapelet, on mettait encore la vieille radio au Vatican, on se mettait à prier. Donc il y avait aussi l'ambiance de prière à la maison. Une fois, elle ne commence pas à l'église, elle commence à la maison, comme une éducation, comme la vie. Et en même temps, il y a, je dirais, des figures qui nous ont fortement touchés. Moi, j'ai été beaucoup impressionné par deux figures qui ont œuvré dans notre village. C'est le père Antoine Babnitz, qui était le curé de mon enfance. Ensuite, il y avait sœur Valérie, il y a eu l'abbé Joseph Didelon. En tout cas, des personnes qui ont su écouter ce qu'il y avait aussi dans nos cœurs d'enfants et qui nous ont mis en route quelque part, parce que le théâtre, les veillées de Noël, à l'époque, on n'avait pas toutes les associations qu'ont les enfants aujourd'hui comme activité. Tout se tournait exclusivement aussi autour des servants d'hôtel, de la paroisse et de notre investissement à ce niveau-là. Alors finalement, vous avez fait ce choix de vie. J'imagine qu'il devait être difficile de prendre cette décision parce que c'est aussi une décision de renonciation. Alors aimer, c'est renoncer, disait René Char. Et il y a toujours une part de renonciation, mais il y a aussi une part d'accomplissement. Vous ne quitterez pas père et mère, frères et sœurs, sans que je vous donne au centuple. Je dirais qu'une vocation s'inscrit dans une histoire. La mienne, elle est paradoxale parce que, figurez-vous que je suis curé aujourd'hui des villages dans lesquels j'ai grandi,
où il y a mon histoire. Et je dirais que ce n'est pas qu'une histoire sainte, mais même en fait, toute vie est une histoire sainte en fin de compte, quels que soient les chemins de relèvement qu'elle emprunte. Mais je dirais volontiers que mes choix se sont faits au gré de mes questionnements, parce que dès l'âge de la première communion, je me posais la question, si tu es la prêtrise là-dedans. Et je sais qu'un jour, sœur Valérie m'a dit, on était en pleine préparation d'une veillée de Noël, Éric, je te verrai bien prêtre. Et bien ça a continué son chemin. Et puis, j'ai été beaucoup marqué à l'âge de 11 ans par un frère qui lui-même est entré en tant que moine à la Grande Chartreuse. Et quand j'étais le visiter, une des premières fois, j'étais très touché par cette vie d'ermite, à l'écart, et en même temps des gens très à l'affût du monde, savaient exactement ce qui s'y passait. Il y avait la prière d'intercession et je sais que là-bas, j'ai donné mon oui fondamental au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu me veux, moi, je veux faire ce bout de chemin avec toi. Et après, au gré de mes avancées au collège, au lycée, j'ai jamais quitté cette question. Elle est venue dans mon histoire, elle a accompagné mon histoire de jeune. J'ai vécu comme jeune, rassurez-vous. On a fait plein de choses au centre culturel, au Collège Saint-Augustin. On a vécu plein de choses avec nos professeurs. Notre cheminement a eu la grâce d'être accompagné aussi au sein du service des vocations, ici. Et puis, on a continué notre chemin avec notre histoire, tout simplement. Alors, en 2008, vous êtes ordonné prêtre. Racontez-nous dans quel état d'esprit vous avez vécu 1998. Pardon, 1998. Le 28 juin 1998. Comment est-ce que on a d'ailleurs quelques images encore de l'époque. Comment est-ce que vous avez vécu à l'époque ce moment? Tu parlais de timidité tout à l'heure. Moi, je parle aussi de réserve, c'est-à-dire que une vocation, elle est aussi bâtie sur l'humilité. Je l'ai vécu jamais comme un aboutissement, mais comme un starting block de départ, un chemin de confiance. On se sent d'abord très indigne. Vous savez, la veille d'une ordination, vous êtes dans un état de stress indescriptible, vous vous plongez dans la prière, vous essayez de rassembler en vous l'essentiel de votre histoire, et tu te dis, qu'est-ce que tu es petit devant tout ça, devant cette charge, et indigne aussi. Et je veux dire, tu t'enracines dans le Christ. Tu essayes de faire ce chemin du don total de ta vie à l'Église et aux autres, tout en gardant les pieds par terre, parce que la prise de terre, elle est très importante. En reste des hommes. Et je crois que l'histoire des hommes, elle est faite par tous ces dépassements, par tous ces oui, qui nous construisent pas que nous, mais lorsque nous nous mettons au service des autres. Sarreguemines, Groesbeek, vous revenez aujourd'hui à Bitche. Quels ont été les moments où vous, finalement, dans cette vie de prêtre, vous vous êtes senti le plus utile? Oui. Alors, il y a des moments particuliers, et je vais vous dire, ce qui construit le prêtre que je suis aujourd'hui, c'est déjà la traversée de mes propres épreuves, parce qu'une vie de prêtre n'est pas une vie sans épreuves personnelles. Il ne faut pas croire que parce qu'on est prêtre, qu'on a des grâces particulières. On a les grâces que le Seigneur donne à tous, ni plus ni moins. Après, c'est la vie de prière. Mais ce qui m'a le plus forgé, c'est l'accompagnement de la souffrance, des vies qui sont en train de vivre leur dernier passage. Il y a là des familles, il y a des jeunes, il y a tous les âges, ça va de l'enfant jusqu'à l'éternelle jeunesse. Je dis, il y a deux moments dans la vie où on est les plus fragiles, c'est lorsqu'on est enfant et lorsqu'on est ancien. On est entièrement remis entre la vie des autres, mais c'est l'accompagnement des familles, de la souffrance des autres, des malades, des fins de vie. Et je crois que c'est là où l'homme joue son nœud symbolique, c'est-à-dire
ses raisons d'exister, ses raisons d'espérer, quelles sont mes raisons de vivre. On n'est pas anesthésié par un repli sur soi, on est donné entièrement. Mais face donc dans ces situations où vous vous sentiez sans doute aussi impuissant face à la douleur, la maladie, certaines injustices de la vie, alors vous est-il arrivé, vous, de douter? Alors le doute sur les raisons de croire, non. Les doutes sur mon chemin humain, oui, parce que la souffrance en est une éponge, hein. Je veux dire, vient un moment donné où notre propre vie, elle a intérêt à se relire, à se refonder, à s'enraciner dans l'essentiel, dans le Christ, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas désincarné, hein. Si le Christ est incarné, c'est bien parce qu'il y a toutes les dimensions de l'homme, hein, dans le cœur de Dieu, et il y a toutes les dimensions de Dieu dans le cœur de l'homme, mais c'est une éternelle évangélisation personnelle, c'est un éternel travail sur soi, hein, pour être mieux donné aux autres. Mais ça veut surtout dire que, heureusement, il n'y a pas que les épreuves et les moments difficiles que nous accompagnons, mais aussi des moments de grâce, de joie. J'étais aussi longtemps responsable pastoral des jeunes. Donc il y a tout ce cheminement que nous faisons les uns avec les autres. Alors aujourd'hui, vous êtes revenu à Bitche en tant qu'archiprêtre. Vous avez donc une très lourde responsabilité. Votre communauté des paroisses regroupe 7 paroisses. Hein. Plus annexes, oui. Plus les annexes, mais les églises se vident. Hein. Comment est-ce que vous comptez œuvrer pour que la jeunesse ne passe pas complètement à côté d'une vie spirituelle? Alors, premièrement, je pense que l'Église, effectivement, elle est là pour rassembler. Hein. Je veux dire, le Christ est celui qui appelle. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir ce type de réflexion sans regarder ce qui se passe dans notre société. Hein, je crois fortement que, si je peux le résumer en un mot, le manque d'effectifs de prêtres ne doit pas empêcher les chrétiens de se sentir responsables de leur baptême et de dire que la paroisse, ce n'est plus seulement une question de curé, mais c'est une question qui concerne ma vie et ma foi. On est dans des régions qui sont sacramentalisées encore très fortement. Il y a beaucoup de baptêmes, de confirmation, d'Eucharistie, de première communion. Mais est-ce que pour autant on est évangélisé? Est-ce que nous n'entrons pas forcément comme le monde, hein, qui en ce moment en plus avec ces crises, est-ce que nous ne sommes pas en train de changer quelque part de repères civilisationnels, et j'en suis fortement convaincu, pour comprendre que l'Église de demain sera plus une force d'invitation, hein, qu'une pastorale de maintenance. Et ça demande aussi une conversion d'esprit. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a un projet pastoral de conversion qui est mis en œuvre depuis juin dernier, pour bien comprendre qu'on a peut-être une conversion, un autre regard à poser sur une vie d'Église. Hein. Parce que je suis toujours très étonné qu'on s'adresse beaucoup à l'Église, hein, notamment pour des sacrements, pour des funérailles par exemple. Pourtant, il y a là un public très éclectique qu'on ne voit pas toujours à l'Église. Mais c'est une chance. Moi, je trouve que c'est une chance immense qu'il y ait des gens qui ne sont pas à l'Église tous les jours, qui viennent encore frapper à la porte de l'Église pour un questionnement de sens, pour un accompagnement de leur vie. Alors, ce qui est sûr, c'est plus une Église de masse. Des jeunes de 18 ans sont venus frapper à la porte de l'église. « Monsieur le curé, je me repose des questions de foi, je souhaite cheminer vers le baptême. » 8 adultes, en quelques mois, ont frappé à la porte pour demander « mais je ne suis pas confirmé, je voudrais être confirmé ». Donc il y a beaucoup de questions de foi et de sens qui se posent dans un monde qui cherche ses repères certainement encore plus aujourd'hui que hier. Sa colonne vertébrale aussi, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que mon humanité devient, qu'est-ce que je deviens en tant qu'homme, femme. Donc on voit très bien que ce n'est pas des petites questions qui se posent, et ce n'est pas non plus, je dirais, je viens chercher ma petite messe au gré du dimanche où j'ai le temps. L'accompagnement est beaucoup plus profond que cela aujourd'hui. Et nous devons avoir, pas seulement
le curé qui sache écouter cela, mais une communauté chrétienne qui sache écouter et accueillir et accompagner toutes ces réalités. Ça ne peut plus être l'affaire d'un curé qui aujourd'hui se prépare, il y en a déjà qui ont 2, 3 communautés de paroisse, mais le curé d'ici 10, 15 ans, il aura 4, 5, 6 communautés de paroisse. Donc il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas simplement au niveau des curés que ça va se jouer, mais ça va se jouer au nom de notre baptême, parce qu'il ne faut pas oublier, si je suis prêtre aujourd'hui, c'est parce que j'ai été baptisé un jour et que le oui à cette vocation, comme le oui au mariage, eh ben, s'enracine dans mon baptême. Et si c'était à refaire, Éric, ce chemin de vie? 100%, sans hésitation. Oui, et peut-être en étant un peu plus riche de mes erreurs passées, me dire encore mieux. Mais je trouve que c'est un chemin qui est audacieux. Beaucoup de travail sur moi aussi, hein, parce que ça m'a sorti de ma réserve. J'aurais pu choisir totalement autre chose comme chemin, mais quel beau risque. Quel beau risque de se risquer aux autres et de les aimer sans attendre de retour. Je vais encore vous donner la parole un court instant, parce qu'il est de coutume dans cette émission que nous laissions le mot de la fin à notre invité. Alors juste 1 ou 2 phrases. Rester des veilleurs d'espérance. On est dans des contextes sociaux, un contexte mondial qui n'est pas simple, mais je trouve comme étant le trait d'union entre disciples et missionnaires, ce que l'Église nous invite tous à être. Il y a le Christ qui est au cœur de nos rencontres. Qu'il sache nous humaniser là où l'homme est encore pas fait, qu'il sache nous diviniser là où la vie est à continuer et à ressusciter. Donc être des veilleurs d'espérance dans un monde où les médias nous montrent que ce qui ne va pas, on aurait tendance à oublier aussi ce qui pousse d'une manière très belle. Et donc peut-être aussi vous dire à vous, merci Mosaïque Cristal de nous aider à regarder localement ce qui est vrai, ce qui se construit, ce qui est aussi beau, sans compromis, mais simplement de nous donner cette fenêtre. Alors peut-être la foi est-elle cette fenêtre originale, une autre manière d'apprendre à regarder ce monde qui nous est confié.